Bonjour. On m'a demandé de regarder cet ordinateur qui ne se met plus sous tension. Alors donc je l'ai raccordé, je l'ai mis là donc sous tension. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le chargeur, malgré qu'il soit sous tension, il y a un voyant ici et je vois qu'il s'allume pas. Donc je soupçonne que c'est pas un problème d'ordinateur, mais plutôt un problème d'alimentation. Donc ce que je vais faire, bah, je vais le déconnecter et puis je vais vérifier là déjà si j'ai bien de la tension qui arrive au secteur. Ça aurait pu être hein, ce câble et puis ce que j'ai en sortie également. Bon, j'ai mis mon voltmètre en position alternative et puis je vais déconnecter ici. Voilà, puis on va regarder ensemble si j'ai bien de la tension à ce niveau-là. Donc j'ai bien les 230 volts du réseau qui arrivent ici. Et je vais vérifier, donc là maintenant je vais mettre en continu. Et je vais vérifier donc la sortie de l'alimentation. Et on constate que j'ai rien du tout, j'ai 0 volt. Donc ça vient bien de l'alimentation. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais regarder ce qu'il a. Donc c'est une alimentation. C'est du 19 volts continu en sortie à 3,43 ampères. Donc je vais l'ouvrir. Donc bien sûr, c'est comme d'habitude. C'est un boîtier qui est moulé. Donc il n'y a pas de vis pour ouvrir le boîtier. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir là sur la périphérie avec un petit disque diamant. En faisant attention à ne pas aller trop profondément pour ne pas abîmer les composants internes. Bon voilà, j'ai mis sur ma perceuse un petit disque diamant de très fin et ça va me permettre de couper autour du boîtier pour essayer de l'ouvrir. Donc je vais le faire. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un couteau là pour écarter. Voilà. Voilà. Donc là maintenant j'ai bien enlevé le couvercle. J'ai enlevé le reste. C'est là où je disais qu'il faut faire attention parce qu'on voit que bon voilà ça va parce qu'il est protégé par on va dire une coque, mais il faut faire attention à pas aller trop loin dans la découpe pour pas abîmer les composants de l'autre côté. Voilà. Bon, je vais continuer à démonter un petit peu là, de façon à qu'on ait accès vraiment partout, y compris l'arrière du. Bon, on voit qu'ici là c'est soudé là. Donc je vais dessouder ici là pour défaire cette partie là, avoir accès. Voilà, j'ai fini de démonter donc le capot avec les protections. Donc on voit que ça n'a pas trop débordé de l'autre côté. Donc là j'ai dessoudé comme j'avais dit. Et donc maintenant on a accès carrément au circuit électronique avec d'un côté donc le primaire ici et puis après le secondaire. On voit la séparation entre le primaire donc qui est ici et puis le secondaire avec cette frontière avec un espace assez important pour garder une isolation. Et maintenant ce que je vais faire le tour des composants pour vous faire voir un peu comment ce circuit est constitué. Et puis après on va commencer à prendre certaines tensions sur ce circuit. Donc ce que l'on voit ici, donc c'est le raccordement du secteur qui arrive ici. Ici on voit ce petit composant là, donc ça c'est un fusible soudé. Donc c'est un fusible temporisé de 3,15 ampères. Ensuite nous avons toute la partie filtrage parasite avec le condensateur ici qui doit être en dessous là qu'on voit un petit peu jaune. C'est un condensateur, ça doit être un X2.
Ensuite, nous avons toujours au primaire le condensateur de puissance, hein, donc c'est lui qui donne un peu toute l'énergie pour faire fonctionner le circuit. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc bien sûr ici il y a le transformateur, hein, et puis on voit ici également l'optocoupleur ici, et on voit bien que ce soit le transformateur ou l'optocoupleur, hein, c'est bien ce qui fait la frontière entre le primaire et secondaire, hein. C'est ce qui permet de faire une liaison galvanique. Après, donc on voit ici, donc là il y a un radiateur, je pense que derrière, donc on voit une, 2, 3, 4. Donc derrière là, ça doit être bon on le voit pas hein, physiquement, mais ça doit être le pont de diode qui doit être sur le radiateur ici, hein, donc côté primaire bien sûr. Et puis ensuite, ici on voit notre radiateur, donc là on est côté secondaire, donc je pense que ça c'est les diodes Schottky, hein, de redressement côté secondaire avec les deux condensateurs, enfin le condensateur aussi de redressement et puis bah, la diode, la LED hein, de mise sous tension. Ici il y a toujours un autre radiateur et là on est donc côté primaire. Donc ici là ça doit être le transistor MOSFET qui doit être là. Et puis ce qu'on voit ici, hein, ça doit être le contrôleur PWM. Voilà en gros, bon ce que je vois pas par contre au côté primaire, hein, c'est une protection de type varistance ou thermistance, hein, bon je ne les vois pas. Hein, bon après derrière on voit bien toutes les petites résistances CMS, les condensateurs, quelques diodes, là il y a deux diodes. Ici, bon. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais déjà contrôler, voir si le fusible il a pas lâché. Et puis, bah, s'il est bon, après ce que je vais faire, je vais prendre la tension au niveau du condensateur principal. Et si j'ai bien une tension dans les 320 volts, ça veut dire que toute la partie primaire elle est bonne, y compris le pont de diode qui est là. Alors pour le fusible, donc je vais me mettre en position continuité. Voilà, et donc le fusible il est ici. Si je tourne la plaque et je me mets, ça doit être entre ces deux broches. Donc là ça devrait sonner. Donc ça veut dire que là le fusible n'a pas lâché. Bon voilà, j'ai raccordé mon voltmètre donc en position continue. Et je l'ai raccordé donc aux bornes du condensateur. Et puis donc on va vérifier si j'ai bien la tension. Voilà, j'ai mis sous tension et on constate bien que j'ai bien mes 319, 320 volts hein, au niveau du condensateur côté primaire. Bon, maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais tester la partie feedback donc, de cette alimentation. Feedback, c'est-à-dire que c'est surtout la partie optocoupleur et toute la partie rétroaction, hein. Et je vais injecter une tension directement en sortie. Donc là, c'est du 19, hein, donc j'irai pas plus loin que 19-20 volts. Et pour injecter, donc je me suis mis carrément ici là sur la masse et puis le plus ici, hein. C'est-à-dire que j'injecte directement sur le secondaire ici. Je vais monter progressivement la tension. Et donc là, ce que je vous explique, c'est vis-à-vis du raccordement, hein, donc l'optocoupleur. C'est-à-dire que le secondaire, bon bah là il est ici, hein, c'est-à-dire que c'est ces deux bornes-là, ici. Et ces deux bornes-là, c'est côté primaire qui correspondrait donc au transistor, partie transistor. Donc en injectant côté secondaire, je vais ici vérifier que vers les 19 volts, et ben, la tension normalement sur le voltmètre, hein, que je prendrai les mesures, devrait augmenter très rapidement. Et je vais augmenter donc ma tension. Là, on voit mon voltmètre qui ne bouge pas. Et si rien ne bouge, ça veut dire que bah, la rétroaction ne marche pas correctement. Donc là, je suis à 10, 11, 12, 13. Là, on voit que ça commence à monter. Et là, je suis à 20 volts et on voit que je suis à 1,5 volt. Donc ça veut dire que la partie rétroaction, là, je redescends. Et on voit bien que là, je suis à 19,2, 19,3. Et dès que j'atteins, bon, c'est un petit peu rapide, mais dès que j'atteins les 20 volts, même 19,9, comment dire, eh ben bon, à 19,4, hein,
19,4, on voit que la tension augmente très rapidement au niveau de l'optocoupleur. Donc ça veut dire que l'optocoupleur, enfin la partie rétroaction est bonne. Maintenant, je vais vérifier quand même l'optocoupleur. Alors pour ce faire, ce qu'il faut que je fasse, c'est défaire une des sorties primaires. Donc je vais dessouder ici là, donc à ce niveau-là là, une patte. Et je vais mettre ici un ohm-mètre. Et je vais faire la même manipulation, c'est-à-dire que je vais injecter une tension hein, que je vais augmenter et enfin plus je vais augmenter la tension ici, plus la résistance lue sur l'ohm-mètre devrait descendre. J'ai dessoudé l'une des pattes là, du primaire, hein, ici, là, donc c'est là où il y a le connecteur rouge là. Et bon, bien sûr, j'ai fait attention qu'elle ne, enfin, qu'elle touche pas le circuit, hein. Et j'ai raccordé donc mon ohm-mètre sur les bornes hein, donc, côté primaire, après avoir dessoudé celle-là. Et je vais injecter donc une tension sur le secondaire, hein, donc même principe. Puis normalement vers les 19 volts, bah, l'optocoupleur, hein, il devrait conduire, c'est-à-dire que la résistance ici hein, devrait diminuer fortement. Donc je vais maintenant injecter. Donc ici je vais le mettre là, j'injecte. Donc là je suis à 5 volts. Alors on voit ici l'ohm-mètre hein, qui ne bouge pas. Je suis à 7 volts. 17, 19, hop, et voilà, on voit que à 19,6 à peu près, bon je vais descendre un peu, mais on voit que la résistance d'un seul coup s'est mise à diminuer fortement, hein, puisqu'on est à 18 ohms, voilà, à peu près à 19,5,6 que la résistance est diminuée. Donc cela veut dire que bah, au niveau de l'optocoupleur, hein, donc bah, c'est qu'il est bon également. Donc l'optocoupleur est bon, comment dire, la rétroaction est également bonne. Donc je vais continuer à faire des investigations. Bon, voilà, donc j'ai ressoudé l'optocoupleur et ce que je voudrais vous faire voir quand même une méthode, hein. J'ai branché donc mon multimètre en position fréquence. J'ai mis une petite bobine ici, là, donc une selle qui doit faire peut-être dans les 4 ou 5 millihenries. Et donc là, c'est sous tension. Et normalement, puisque c'est le principe d'un découpage, hein, donc à très haute fréquence, cette selle devrait voir quand même si j'ai bien de la fréquence issue du découpage. Donc je me suis raccordé là sur mon multimètre et puis donc je balaye ici. Hein, c'est sous tension et on voit que j'ai rien du tout. Ça veut dire que le hachage bah, il est pas effectif, c'est à dire que j'ai rien du tout. Alors pour vous faire voir quand même, j'ai mis donc je fais attention, mais voilà, j'ai un autre adaptateur que j'ai ouvert. Bon par contre celui-ci il fonctionne, hein, et on va voir justement la différence. Et on voit que là, on voit des indications. Bon, les indications ne sont pas forcément les bonnes, hein, puisqu'il faudrait vérifier le rapport entre ici et puis les fréquences. Hein, mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. C'est juste pour faire voir que ici, donc, on constate bien des fréquences. On voit que la self détecte quelque chose, alors que sur l'autre, qui est également sous tension, bon, j'attends que voilà, ça stabilise. Et on voit bien que là, par contre, j'ai rien du tout, hein, contrairement ici. Voilà, bon, donc c'est bien pour dire que bah, la partie hachage, elle n'est pas effective. En gros, le MOSFET, il ne travaille pas. Donc il va falloir que je regarde ça. Étant donné que je n'ai rien côté hachage, je vais donc pour l'instant me polariser sur le MOSFET, qui est un P10NK60ZFP, et le contrôleur PWM qui est un HP3D6. Pour cela, j'ai fait des recherches et trouvé le seul document pouvant me donner des informations sur le contrôleur PWM. En regardant ce schéma, en sortie de l'enroulement principal primaire du transformateur, je constate la résistance R14 raccordée sur le drain du MOSFET et qui doit être d'une faible valeur, et la résistance R10 raccordée sur la source du MOSFET
d'une valeur théorique de 0,18 ohms. Je vais donc contrôler la valeur de ces deux résistances car elles peuvent éventuellement servir de fusible afin de protéger le MOSFET. Bon voilà, donc ici nous avons le primaire transformateur. Donc si le primaire il est ici, ça veut dire que la résistance R14 devrait se trouver ici, là, la petite résistance ici. Et donc le MOSFET il est là, c'est-à-dire que ici il doit y avoir la gate, le drain et la source. Donc c'est-à-dire que la source est ici et le drain est ici. Donc si c'est la résistance R14, logiquement ça devrait sonner, donc je vais mettre en position beeper. Donc ça devrait sonner entre le drain et cette résistance, voilà. Et c'est la résistance donc R14, et je vais mesurer, je vais mettre en ohmmètre et je vais mesurer quand même sa valeur pour voir. Normalement ça devrait être une faible valeur. Oui, là je vois que c'est une valeur quand même qui est assez importante. Et je vais donc vérifier maintenant la résistance R10 d'une valeur théorique de 0,18 ohms. Donc elle devrait être, la source est là. Voilà, c'est-à-dire que ici on voit la résistance à ce niveau-là. Bon, vous voyez très mal, mais la résistance elle est là. C'est-à-dire qu'elle doit être reliée sur la source du MOSFET qui est ici. Et ça va être ça là. Alors, je vais mettre en beeper, comme ça on va entendre. Ouais, donc c'est voilà. Donc la résistance, elle se trouve entre ces deux-là. Donc je me remets en ohms, je vais la mesurer. Donc ça c'est la résistance de 0,18 ohms théorique. C'est la R10. Et on est à 79 kg, donc c'est énorme également. Donc ce que je vais faire, je vais dessouder ces deux résistances. Bon, ça y est, j'ai dessoudé donc la résistance qui était ici. Donc ça c'est la résistance R10. Donc qui est ici, je vais enlever ici la gaine thermorétractable pour voir l'état de celle-ci. Et j'ai aussi dessoudé la résistance CMS qui est ici. Et bon, par contre, en dessoudant, elle a complètement été désagrégée. Bon, ça y est, j'ai enlevé la gaine thermorétractable de la résistance et on constate qu'elle a sérieusement chauffé. Donc on voit qu'ici, là, elle est complètement cramée, elle est noire. Ce que je vais faire, je vais remplacer donc cette résistance là, donc celle-ci, par une 0,18 ohm que je vais trouver dans mon stock. Et puis la CMS, qui était ici, là, je vais la remplacer par une résistance ici d'1 ohm. Et puis après, je vais faire ça provisoirement, donc je vais le souder par-dessus ici. C'est pas la peine de m'embêter. Puisque je pense que c'est pas le fait de remplacer les résistances qui fera que ça remarchera, puisque ça c'est surtout pour limiter le courant entre le drain et puis la source, mais c'est pas ça qui génère au niveau du PWM toutes les fréquences qui doivent être amenées après au MOSFET. J'ai donc ressoudé provisoirement les deux résistances ici, avec la résistance R14, j'ai mis une valeur d'1 ohm, et puis ici la R10 d'une valeur de 0,18 ohm comme c'était marqué sur le schéma. Donc je vais vérifier, donc je me suis mis en position mètre, je vérifie quand même. Donc là on a 0,4, bon après c'est la précision, et là j'ai mis une résistance d'1 ohm au niveau de la R14 et on a 1,1 ohm, donc voilà. Donc on n'est plus dans les kilos et les méga ohms qu'on avait mesuré auparavant, et déjà cette partie elle est réparée. Maintenant, ce que je peux faire, je peux le brancher, mais bon, ça sert à rien puisque lui donnait pas d'informations, comme je disais, de hachage pour le MOSFET. Donc je vais me polariser maintenant sur le PWM avec tout le circuit associé. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la tension entre le drain et la source du MOSFET. Ici, et donc si j'ai une tension de 320 21 volts, ça veut dire que ça veut dire que le MOSFET n'est pas sollicité, et donc la tension de démarrage n'est pas présente. Donc je prends la tension, donc là je me suis mis en volts continu,
je prends la tension, donc c'est donc le drain, la source elle est là et le drain est là. Donc j'ai 321 volts, ça veut dire que bah, comme je disais, le MOSFET n'est pas sollicité. Et ce que je vais faire, hein, puisque le principe de démarrage au niveau du circuit, c'est-à-dire que l'IC, là, donc le HP 306, il devrait être sollicité par une tension qui provient de l'alimentation principale, hein, y compris le pont de diode, hein, via des résistances. Ça alimente l'IC1. Et ensuite, ce qui prend le relais, bah, c'est l'enroulement du transformateur principal là, pour après réalimenter tout le cycle. Hein, mais pour cela, il faut qu'il y ait une variation de tension pour envoyer déjà les premiers, en fin de compte, pour que l'enroulement côté alternatif soit opérationnel. Donc les résistances, elles sont à ce niveau-là. Là. Donc il y en a 4 résistances de démarrage, donc je vais les contrôler. Bon voilà, j'ai tout préparé hein, pour faire les mesures des résistances. Donc on voit ici les 4 résistances CMS hein, qui servent au démarrage. Donc toutes ces résistances sont en série, hein, comme ça. Et donc ces deux-là sont de la même valeur. C'est noté 7503, ça fait 750. Et le 3, c'est le coefficient multiplicateur, ça fait 750 kg. Et celle-ci, c'est 976 et 3, donc ça fait 976 kg. Hein, ça fait presque 0, ça fait presque 1 méga. Donc ces deux-là ont la même valeur. Je vais commencer par les mesurer. Hein, donc j'ai cette pince là qui est très pratique hein, pour mesurer les CMS. Hein, on voit que voilà, hein, quand je touche les pointes. Et donc je me mets là. Et ça devrait faire dans les 750 kg. Et là, je suis à... je suis faible, hein, je suis à 300 kg. Ici, c'est pareil, je suis très faible, hein, je suis à 300 kg. Et celle qui devrait faire 976 kg. J'arrive pas à le prendre, voilà. Elles sont faibles aussi, hein, 450 et l'autre 460 kg. Hein. Donc elles sont extrêmement faibles hein, comme valeur. Alors c'est peut-être pour ça que ça démarre pas. Bon, pour être sûr, je vais dessouder les résistances ici. Et pour cela, je vais utiliser ce fer à souder que j'avais acheté là avec deux éléments chauffants hein, et ça permet quand il y a le CMS là, de prendre directement les deux, hein, les deux côtés hein, qui évite de les abîmer. Bon ça y est, donc j'ai dessoudé les résistances qui étaient donc ici là. Hein, et avec donc le fer à souder comme j'avais dit là qui est vraiment pratique. Et maintenant je vais les mesurer avec l'ohmmètre. Donc je prends celle-ci. Donc celle-ci c'est 675. Celle-ci elle est à... Ouais, donc elles sont quand même faibles, hein, 330. Ici 330 également. Ouais, donc et 218 kg. Donc c'est vraiment, elles sont vraiment faibles. Hein, la plus haute est à 675 kg. Sachant que pour deux, la valeur théorique c'était 976 kg et l'autre 750 kg. Hein, donc elles sont extrêmement faibles. Donc ce que je vais faire, je vais les remplacer. Je vais essayer de trouver ça dans mon stock, hein, puisque j'ai pas mal de cartes électroniques. Et je vais les remettre en lieu et place. J'ai trouvé quatre autres résistances hein, identiques. Donc celle-ci fait 750. Donc on va mesurer. Donc je vais le mesurer.
Donc elle fait bien 750, hein, c'est 749. Celle-ci, elle fait également 748. Je vais prendre celle-là. Elle doit faire dans les 976, donc c'est 968. Et puis la dernière, voilà, elle fait 968 également. Donc elles sont quand même beaucoup plus proches que celles qu'il y avait avant. Et je vais donc les mettre sur le circuit à cet endroit-là, hein, pour remplacer les autres. Bon, ça y est, j'ai soudé donc les 4 résistances ici. Bon, il y en a une qui est un petit peu de travers, hein, mais bon, je la reprendrai. Ce que je vais faire là maintenant, je vais essayer le circuit. Et puis, on va voir si maintenant l'alimentation démarre et donne la bonne tension en sortie. Bon, j'ai raccordé mon voltmètre donc sur la sortie là, de l'alimentation, hein, ici. Et puis j'ai raccordé, donc je vais mettre sous tension et puis on va regarder ce qui se passe. Ah ben là maintenant on voit qu'on a bien les 19, bon, on a 19,5 volts et on voit que ici la LED elle est, je vais pas trop toucher, mais la LED elle est allumée. Donc ça veut dire que maintenant le chargeur est opérationnel et donc je vais remettre en état, hein, avant de tout remonter, c'est-à-dire changer les résistances là et mettre les bonnes résistances, enfin hein, aussi bien la CMS que l'autre, hein, pour la remettre à ce niveau-là. Et puis bon, je vais remettre un petit peu mieux aussi les résistances de démarrage. Donc voilà, donc il y avait en fin de compte les 4 résistances de démarrage là qui étaient HS. Hein, qui dérivaient, et puis ces 2 résistances aussi qui servent entre guillemets de fusible pour le MOSFET. Je vais rendre l'ensemble là, donc avec le micro portable à son propriétaire et puis remettre aussi le capot en remettant de la colle liquide, hein, pour étancher tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.